Je peux peut-être aussi en profiter pour me présenter déjà, quand même pour suivre le programme. Je suis Nathalie Goumans, je suis neuropédiatre et je suis affiliée aux hôpitaux universitaires de Leuven en Belgique, la partie flamande, où j'ai dirigé pendant plus de 30 ans le centre de référence neuromusculaire pour enfants. J'ai passé le flambeau il y a 1 an, mais j'ai gardé encore des activités telles que les consultations de transition de l'adulte, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et j'ai gardé également des activités dans un centre de service à Anvers, où je consulte depuis aussi plus de 30 ans dans ce service qui donne des services à des patients et des familles atteints de pathologies très multiples, mais où en particulier je suis un groupe d'adultes atteints de la maladie de Duchenne et d'amyotrophie spinale dans un stade fort avancé, pour qui nous avons formé une forme de logement dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Je crois que les diapos sont... la prochaine diapo. Ah voilà. Donc oui, en fait, j'ai accepté cette invitation avec grand plaisir, car c'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis de cette génération des neuropédiatres qui ont connu ces avancées très impressionnantes dans le domaine des maladies neuromusculaires. Et comme vous voyez tout à fait à gauche, je suis de cette génération qui... quand j'étais en formation, j'ai encore eu cette expérience de mon chef de service qui annonçait le diagnostic aux familles et aux patients atteints de la maladie de Duchenne. Et en fait, avec comme message, occupez-vous de lui, arrangez-vous pour qu'il ait une bonne vie, que ce soit une vie bien agréable. La scolarité, il ne faut pas se faire trop de soucis, il ne faut pas mettre trop de stress, etc. Donc vous voyez, on a depuis, heureusement, fait un long chemin. Et c'est pour ça que je suis vraiment très heureuse d'avoir tout ce témoignage. Et nous sommes, heureusement, nous avons passé dans un autre stade où tous les aspects qui ont été décrits dans la première présentation sont devenus très importants, des aspects que je souscris totalement. J'ai eu également la joie et le privilège de pouvoir m'investir et de participer au développement de nouvelles thérapies pour ces maladies. Mais je crois qu'à côté de ça, ce qui m'a surtout impressionné en faisant le recul, c'est quand même les changements de la société, mais aussi des professionnels de la santé dans les domaines de la participation, de la qualité de vie. Ceci dit, voilà, j'ai vu mes enfants grandir, et au moment où ils sont passés à l'âge adulte, je me suis aperçue qu'il y avait quand même énormément de défis et de lacunes. Et voilà, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est partager mon expérience à ces 2 niveaux. Puis-je avoir la prochaine diapo ? Parce que je crois qu'on peut en fait discerner 2 grands thèmes. D'une part, il y a l'organisation des soins médicaux dans la prise en charge de l'adulte, et d'autre part, l'organisation du quotidien. Et en fait, le premier, c'est en effet les soins, les traitements, le suivi pluridisciplinaire, l'accessibilité, ça a déjà été mentionné, la prise en charge des coûts des soins médicaux. Mais il y a à côté de ça, évidemment, l'organisation du quotidien, qui dépendent de plusieurs facteurs, des facteurs sociaux, environnementaux et socio-familiaux. Voilà, je crois qu'il y a certaines familles où il y a un support familial très, très fort, mais il y a malheureusement des enfants, des adolescents, des adultes qui sont dépourvus de ce réseau. Des facteurs socio-économiques, la prise en charge des coûts d'adaptation, d'accompagnement. Facteurs socioculturels, je crois que quand je vais à l'étranger, quand je m'aperçois, quand je suis à l'écoute de l'organisation de la prise en charge de l'adulte, je crois qu'il y a vraiment différentes cultures. Quand on va vers le sud, par exemple l'Italie, on sent que les familles sont vraiment très appelées à garder leur fils chez eux. Quand on va vers le nord, les pays scandinaves, du coup, c'est vraiment une autonomie presque totale. Je crois que il faut commencer par dire qu'il n'y a pas de système optimal. Chacun fait ses choix, ses préférences, et voilà. Mais je crois que dans tous ces aspects-là, il y a quand même des défis que l'on peut discuter aujourd'hui. Et alors, bien entendu, comme je vous dis, il y a les capacités, les préférences individuelles. Puis-je avoir la diapo suivante ?
Voilà, donc, comme je vous disais, d'une part, j'ai travaillé pendant 30 ans aux hôpitaux universitaires de Leuven. Et voilà, en haut, près d'Anvers, vous voyez Dienstenverleningscentrum Heder. Je vais vous expliquer ça, c'est un petit peu plus tard. Prochaine diapo. Voilà, donc oui, dans ce centre de référence, je crois que c'est un petit peu comme en France, c'est un centre universitaire où on pose des diagnostics, où on organise un suivi pluridisciplinaire, où toutes les spécialités se rassemblent et se voient pour voir le patient, coordonné par une personne, dans le cas échéant, c'était moi pour les enfants. Et évidemment, nous conduisons aussi de la recherche, aussi bien de la recherche clinique que de la recherche fondamentale. Et j'ai été regarder rétrospectivement, j'ai suivi des enfants, des adultes atteints de la maladie de Duchenne et leurs familles. J'en ai suivi 250. Prochaine dia. En fait, voilà, quand j'ai commencé, pendant les années 80, mon chef de service m'a dit, en fait, en neuropédiatrie, en Belgique, ce qui nous manque, c'est une spécialiste en maladies neuromusculaires, et spécifiquement les maladies neuromusculaires de l'enfant. Et bon, voilà, j'ai accepté le défi. Et j'ai eu la chance de pouvoir organiser autour de moi toute une équipe à ce moment-là de spécialistes qui m'aidaient à faire la prise en charge médicale complexe des enfants atteints de maladies neuromusculaires et bien spécifiquement la maladie de Duchenne. Prochain clic, voilà. Mais ce qui a en fait été très important, c'est nos négociations avec notre système d'assurance nationale, d'assurance maladie invalidité. En fait, la négociation de ce qu'on appelle la convention maladie neuromusculaire. Et c'est en fait une enveloppe de financement qui finance la coordination des soins et tous les avis paramédicaux, comme vous voyez. Donc en fait, cette enveloppe financière permet au centre de référence d'organiser, de coordonner les soins à travers tous les stades de la maladie et d'une façon pluridisciplinaire et holistique. En fait, c'est très important, cette convention neuromusculaire a été négociée avec un grand support des associations des familles et des patients. Ça a été très important d'avoir leur support. Prochaine diapo. Voilà, pour l'instant, nous avons 7 centres neuromusculaires en Belgique. Évidemment, il faut répondre à certains critères de qualité. Prochaine diapo. Et voilà, ça c'est l'équipe pédiatrique neuromusculaire. Prochaine diapo. En fait, j'ai mené en 2017 une petite enquête pour voir quel avait été le outcome des enfants que j'avais suivis une fois à l'âge adulte. Et j'avais sélectionné en fait une cohorte de patients nés entre 1980 et 1999. Et des 101, j'ai retrouvé les données dans 88 des cas. Et en fait, à ce moment-là, il y avait 67% de ces patients donc âgés entre 18 et 37 ans qui étaient en vie. Prochaine diapo. En fait, bon, c'est pas étonnant que la survie était presque maximale dans la cohorte des 18 à 25 ans, mais quand on voit chez ceux qui étaient de 32 à 37 ans, il y avait encore plus de 40% de survie. Prochaine dia. Quand on regarde l'attitude vis-à-vis des corticostéroïdes, la prescription des corticostéroïdes, on voit que dans la cohorte de 17 à 32 ans, 18 à 23 ans, pardon, 18 à 23 ans, presque la totalité a reçu des corticostéroïdes, ce qui, bon, c'est pas étonnant, diminue quand on va dans les cohortes d'un âge plus élevé. Prochaine dia. Quand on regarde la chirurgie du dos, on s'aperçoit que je ne vois pas très bien les chiffres, mais vous voyez avec moi que 25, donc 69% n'ont
pas eu besoin de chirurgie du dos et qu'en fait, ceux qui ont eu besoin de la chirurgie du dos, c'était 6 patients qui n'avaient jamais eu de stéroïdes, 4 patients qui avaient été sous stéroïdes mais qui avaient arrêté à l'adolescence et un patient qui était sous stéroïdes. Prochaine dia. Et ceci illustre la ventilation non invasive. Voilà, à Leuven, nous avons nous donnons la ventilation en fait toujours de façon non invasive chez les malades de Duchenne. Chacun a ses choix, ses préférences, mais à Leuven c'est ainsi. Ça, pour l'instant, j'ai vérifié, nous n'avons pas de patients trachéomisés avec la maladie de Duchenne. D'autres maladies, bien sûr que si, mais pas pour cette maladie-là. Et là, on voit en fait le pourcentage de patients qui sont sous ventilation non invasive en fonction de leur année, de leur date de naissance. Prochaine diapositive. Voilà. En fait, voilà, ce qu'il y a, c'est ce que j'ai éprouvé en tant que pédiatre, qui à un certain moment s'apercevait, voilà, mes patients, finalement, ne sont plus des enfants, ils grandissent, ce sont des adultes. Il faut qu'ils aient un suivi adulte. Et au départ, j'avais vraiment la tendance à dire oui, mais on va les garder dans le service de pédiatrie, on a l'expérience, voilà. Et en fait, il y avait quand même des obstacles. Par exemple, en tant que neuropédiatre, en tant qu'équipe neuromusculaire, on a quand même une relation de longue date avec le patient et sa famille. On a vécu des moments vraiment très forts avec eux. On a vécu le moment du diagnostic. On a vécu des moments de perte de fonction, des moments vraiment clés dans la vie des patients et des familles. Et puis surtout, bon, il y a 20 ans, il y avait aussi une hésitation à faire un transfert dans un stade avancé de la maladie ou même en fin de vie. On se disait, bon, on connaît ces enfants depuis 22, 23, 24 ans. Est-ce que vraiment pour les dernières années, est-ce qu'il faut qu'ils aient un nouveau médecin, etc. Et comme ça a été mentionné, il y a quand même une culture différente des soins par rapport au service de pédiatrie. Donc les soins dans le service adulte, au départ, sont peut-être un petit peu moins holistiques. C'est vrai que dans le service de pédiatrie, on a peut-être tendance à trop materner. On dit, voilà, on va tout organiser pour les patients. Et par exemple, il y a une anecdote qui m'a quand même fort frappée. Au moment où j'ai commencé à faire les consultations de transition, je m'apercevais que, en fait, j'appelais mes patients par leur prénom, hein, Geoffrey, etc. Et puis voilà, la première consultation, la neurologue, on fait les consultations ensemble, la neurologue avant, on s'est dit « Bonjour Monsieur Durand ». Donc je me dis « Ah oui, c'est vrai, moi j'ai toujours l'habitude de le considérer comme un enfant. En fait, c'est un adulte. » Donc voilà, il y a une culture différente et les patients sont vraiment perçus comme des adultes, tandis que nous, on a tendance peut-être à les garder un petit peu trop en tant qu'enfant. Donc en fait, bon, à ce moment-là, on avait un petit peu un sentiment de perte pour toutes les parties. Aussi bien les patients, les familles n'avaient pas du tout envie de changer, se sentaient très bien chez nous. Ils disaient, oh, est-ce qu'il faut aller chez l'adulte ? Et puis bon, il faut oser l'admettre, il y a un profil psychologique spécifique chez certains patients atteints de la maladie de Duchenne qui, associé à des limitations physiques sévères, peut avoir un impact à l'habilité de développer une autonomie. Et donc, c'est un aspect où l'on travaille très fort dans notre service de pédiatrie depuis 5-6 ans. C'est vraiment le développement de l'identité, d'apprendre aux enfants de ne pas regarder la maman quand on pose une question en disant avec leurs yeux « Maman, c'est toi qui réponds ». Non, en essayant vraiment de les faire parler, parce que ils ont souvent tendance à même en ayant une bonne intelligence, etc. Mais voilà, la communication, parfois, maman me connaît très bien, maman répondra. Donc voilà, ce sont des aspects qu'il faut prendre en considération quand on pense au transfert vers l'âge adulte. Prochaine diapositive. Alors, il y a évidemment, et ça a été mentionné aussi, les enjeux médicaux. Alors, je crois que c'est très important de se rendre compte que le focus chez l'adulte est tout à fait différent, enfin pas tout à fait différent, mais quand même différent de l'enfant. Chez l'enfant, on va quand même voir les aspects locomoteurs, freiner la maladie. Évidemment, on pensera aux aspects cardio-respiratoires, aux aspects endocrinologiques, etc. Mais à l'âge adulte, c'est vrai que les aspects cardio-respiratoires, les aspects gastro-entérologiques, les aspects rénaux et urologiques prennent une place importante.
également aussi le métabolisme osseux, l'ostéoporose, les aspects endocrinologiques suite au traitement aux corticostéroïdes, et alors évidemment aussi les aspects de psychologie, développement de l'identité. Et c'est vrai que les services adultes ne sont pas toujours préparés à accommoder les besoins complexes des adultes atteints de maladies neuromusculaires sévères. Et je crois que ce qui a été mentionné tout à l'heure, et ce que je voudrais vraiment aussi renforcer, c'est ce problème des douleurs. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas encore très bien. Enfin, on sait qu'elles sont complexes, et c'est vrai que là, on se sent parfois vraiment démuni en tant que professionnel de la santé, et je crois que là, par exemple, il y a encore beaucoup de travail à faire pour les adultes. Prochaine diapositive. Donc en fait, depuis, ça faisait tout un moment qu'avec l'équipe, on se disait, bon, il faut quand même organiser un transfert vers le service adulte. Et donc, dans notre service universitaire, on a aussi le centre de référence pour maladies neuromusculaires adultes. Mais il faut bien le dire, ce centre-là, c'est un très très grand centre, mais qui est surtout, qui a beaucoup d'expérience et beaucoup aussi de reconnaissance scientifique sur la recherche dans la maladie, dans la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Donc vraiment une maladie sévère, terrible aussi, mais vraiment typiquement de l'adulte, et qui a quand même un cours beaucoup plus, enfin vraiment différent de la maladie des maladies neuromusculaires de l'âge pédiatrique. Et donc, en fait, ce qui m'a vraiment aidée, c'est de chercher dans l'hôpital, dans le service des adultes, les personnes qui s'engageraient à coordonner les soins et à développer un intérêt particulier pour cette maladie. Parce que, bon, au départ, j'avais trouvé un médecin de rééducation, médecine physique, qui était dans le centre. Tout ça, c'était des personnes dans le centre de référence neuromusculaire. Mais on sentait bien que c'était, voilà, il manquait quelque chose. Et quand les premiers patients qu'on envoyait, ils revenaient toujours en pleurs, disant « Ah, mais non, c'est vraiment pas la même chose ». Et donc, en fait, les premières personnes avec qui j'ai vraiment eu un très bon contact et qui ont eu un très bon contact, surtout avec les patients et les familles, c'était une de mes collègues pneumologue, donc celle qui s'occupait de la ventilation, et son kiné, Bart, qui en fait ont fait le lien entre la pédiatrie et le centre de maladies neuromusculaires. Parce qu'au départ, en fait, pour avoir tous ces appareillages remboursés, il fallait qu'ils fassent partie d'une convention adulte. C'est pour ça que pour la pneumologie, ils étaient déjà chez les adultes, mais pour le suivi général, ils étaient encore chez nous. Puis finalement, j'ai identifié une collègue neurologue qui, depuis maintenant 5-6 ans, fait les consultations des adultes, de patients atteints de maladies neuromusculaires adultes, dont les maladies de Duchenne. Et elle a tout de suite compris que dans ce groupe de pathologies, même si elle s'occupe de pathologies congénitales et issues de la pédiatrie, la maladie de Duchenne formait dans cette cohorte en fait encore un groupe tout à fait particulier pour lequel elle a développé aussi un suivi spécifique. Et donc, une fois par mois, nous avons une consultation ensemble. Donc, elle fait la peine de venir jusqu'au service de pédiatrie, ce qui est quand même pour une neurologue adulte déjà très, très important. Donc, elle vient dans le service de pédiatrie avec ce que vous appelez ça responsable de parcours santé, RPS responsable pour chaque patient. Donc, et c'est à ce moment-là qu'il y aura le dialogue avec les familles. On les met en confiance avec l'équipe neuromusculaire adulte. On leur explique les petits changements dans le suivi, comment ça va se passer, qu'il y aura des différences, mais qu'ils se sentent en confiance avec l'équipe qui les accueille. Bon, évidemment, tout ça, c'est facilité du fait qu'ils ont un dossier unique dans notre hôpital, donc c'est en fait le dossier électronique continu, dont toutes les informations sont là. Et voilà, ce qui est aussi important pour eux, c'est qu'en cas d'exacerbation de problèmes pulmonaires, si ces problèmes nécessitent une hospitalisation, ils ont une place attribuée dans ce qu'on appelle le Medium Care Unit, donc vraiment, ce n'est pas les soins intensifs, mais soins intérimaires intensifs, où ces patients-là sont bien connus et où ils se sentent à l'aise et surtout en sécurité en cas de problèmes aigus. Prochaine diapo. Bon, mais en fait, en œuvrant pour une meilleure espérance de vie, voilà, je crois que j'ai toujours été imprégnée par cette responsabilité, que cela va de pair avec une garantie de bonne santé et de qualité de vie pour les patients atteints de Duchenne et Becker. Prochaine diapo.
Voilà, et bon, je crois que ce n'est pas à moi de vous expliquer la qualité de vie, ça a été bien expliqué déjà par les témoignages, mais je crois que mon vécu, parce que là, du coup, je prends une autre casquette, je suis maintenant consultante à Anvers, où je suis ces malades depuis un très jeune âge, mais que j'ai vu vraiment grandir à travers l'adolescence vers l'âge adulte, qui sont dans leur quarantaine actuellement, et qui m'ont vraiment... conforté dans cette conviction que la qualité de vie dépend surtout de la perception de contrôle et d'autonomie, de la vie sociale, du support familial, des activités récréatives et des relations affectives. Prochaine diapositive. Voilà, oui, ça, ce sont deux témoignages de Kenneth et Robin. Et Kenneth qui, au moment de la visite de notre ministre de la Santé, qui était venu voir ce centre à Anvers, lui a expliqué qu'en fait, bon, l'administration nous voit comme soins palliatifs, mais en fait, nous, ce qui est important, c'est l'accent sur notre quotidien, sur la vie telle qu'elle est, même si on est vraiment dans une situation de support vital, aussi bien par ventilation que par nutrition, par gastrostomie. Et en fait, nos objectifs, nos accomplissements sont beaucoup plus importants et on ne veut pas qu'on se axe tout le temps sur notre fin de vie. Et Robin qui explique aussi que ce sont principalement les obstacles et les attitudes sociétales qui nous rendent handicapés. Prochaine diapo. Alors voilà, maintenant ce dont je vais vous parler, c'est de l'expérience que j'ai à EDER, c'est ce centre de services pour des questions liées au handicap. Et voilà, EDER, le nom, en fait, ça fait référence à la sérénité, au bonheur joyeux, mais c'est aussi en botanique le nom qu'on donne aux grimpeurs, des plantes qui ont besoin d'une sorte de soutien à la croissance, mais c'est la plante elle-même qui choisit cependant comment, quand et où elle pousse. Et donc ce service donne des services de tout genre. Il y a tout un système de scolarité adapté. Il y a 5 campus pour enfants de 3 à 21 ans aux besoins spéciaux de tout type, des troubles d'apprentissage, d'autisme et handicaps moteurs et mentaux. Et là, tout de suite, je vais vous dire que, évidemment, l'objectif principal, c'est de les intégrer dans la scolarité normale. Ça, c'est toujours et d'emblée notre objectif principal. Mais il y a parfois des cas ou des situations où il y a une scolarité adaptée, où une scolarité adaptée est nécessaire. Et de ce service, évidemment, il y a des avis qui sont donnés dans les systèmes de scolarité normale. Mais il y a aussi des services de conseil à domicile, de crèches, des soins de jour et de nuit, un internat et des projets de logement protégés. Prochaine diapo. Et en fait, voilà, dans ce centre de service, il y a toute une évolution d'un plan de soins vers un projet de vie. Il y a donc tous ces services de conseil à domicile, préparation à un rôle actif dans la communauté, à un emploi, support pour le parcours des soins, recherche d'aide, etc. Et de là, une fois dans l'âge adulte, il y a des services de support inclusif. Et avec les patients, avec les familles, il y a des analyses du type d'hébergement approprié. Donc, il y a des logements protégés temporaires où ils peuvent aller s'exercer pour aller vivre en autonomie. Et ce qui est important, évidemment, c'est qu'il y ait un soutien et un accompagnement à la carte. Et de là, nous avons aussi une petite unité d'habitation à temps partiel ou à temps plein. Qui est en fait, je vais passer à la prochaine diapositive, qui est en fait issue d'une génération d'enfants, d'adolescents qui avaient bénéficié d'une bonne prise en charge médicale, mais qui avaient été élevés dans la perspective, sans perspective de vie adulte. Et évidemment, maintenant, nous avons une nouvelle génération, il y a une meilleure espérance de vie, ils sont élevés dans la perspective de vivre une vie d'adulte ayant le contrôle de l'élaboration et la mise en œuvre de leurs projets de vie en fonction de leurs besoins et de leurs souhaits, comme ça a été décrit. J'ai des tas d'exemples aussi parmi mes patients qui ont des emplois. J'ai des patients qui sont mariés. J'ai des patients qui sont bénévoles ou qui s'investissent dans des projets de la société. Mais il y aura toujours des patients avec des besoins particuliers dus à des facteurs cognitifs ou socio-familiaux dépendant d'un accompagnement plus soutenu dans l'organisation de leurs soins et de leurs projets de vie. Prochaine diapo.
Voilà, et donc ça, c'est le projet de Bootsman. Et en fait, le Bootsman, c'est celui qui dirige le bateau, qui doit donner les ordres, qui en fait va à travers des tas de tempêtes, qui essaye d'éviter les écueils, etc. Mais c'est donc, comme je vous disais, un projet issu de la nécessité d'héberger et de prendre soin de jeunes du chêne ayant des besoins spéciaux dans l'organisation de leurs soins. Et le profil, ce sont des personnes dans un état d'incapacité motrice totale, avec ventilation 24 heures sur 24, nutrition par sonde gastrique. Et pour ce groupe-là, c'est à peu près une dizaine d'adultes. Aucune structure ne semblait vraiment appropriée. Et donc, c'est un projet collaboratif entre ces adultes, les parents ou la famille, s'ils ont encore de la famille, et le centre. Prochaine diapo. Et donc, voilà, c'est un logement intégré dans ce centre de service. Et ce centre de service a une expertise dans la prise en charge de sujets atteints de troubles neurologiques ou neuromusculaires. Il y a une présence kiné, infirmière 24 heures sur 24. Il y a un médecin sur place tous les matins et de garde 24 heures sur 24. Il y a évidemment des auxiliaires de vie tout le temps qui sont toujours là. Ces patients sont inscrits dans des centres de référence neuromusculaires où ils vont une fois par an pour les avis. Et c'est intégré dans un projet pédagogique plus vaste dès le plus jeune âge. Prochaine diapositive. Et c'est donc My World, My Control. Donc en fait, le but, c'est d'optimaliser la qualité de vie en favorisant une autonomie malgré la dépendance physique progressive chez l'adulte, faciliter la responsabilité, assurer un support dans tous les domaines de la vie, conformément aux besoins et aux désirs en communication avec du chêne adulte. Et ce que j'ai appris en tant que neuropédiatre, c'est qu'en fait, l'âge adulte se prépare dès l'enfance et que donc, bien plus tôt, il fallait que je parle de l'âge adulte avec l'enfant, avec les parents, que je m'adresse aussi d'une façon différente à mes patients pédiatriques. Prochaine diapo. En fait, à l'écoute de leur désir, j'entends qu'en fait, ce qu'ils souhaitent, et je parle vraiment de ces adultes de 40 ans, hein, donc ils veulent un bon équilibre entre l'autonomie, l'indépendance, mais aussi la sécurité. Ils veulent avoir quelqu'un expérimenté qui puisse les aider à chaque instant, s'il y a une fausse route, s'ils sont encombrés, etc. Ils veulent un bon équilibre entre l'autonomie et leur vie privée, mais aussi entre des contacts sociaux. Ils veulent éviter l'isolement social. Ils ont besoin d'un accompagnement dans l'organisation de leurs soins et de leur quotidien. Et ce qu'ils veulent, évidemment, ce sont des occupations utiles, des activités valables et significatives et des relations chaleureuses. Prochaine diapositive. Voilà, donc ce centre-là, ce foyer est en fait géré par un comité de pilotage qui comprend donc du jeune adulte, les professionnels de la santé et les professionnels de la santé. Les adultes ont un rôle actif dans la vie quotidienne, son organisation, son administration. Il y a des décisions partagées et c'est très important, de façon très, très importante, par exemple l'utilisation des ressources. Parce que là, je ne vais pas partir en détail dans le financement dans ce genre de structure, mais c'est vrai que là aussi, il faut faire le compte et c'est pour ça que parfois, partager des aides, des soins, finalement, cela allège le budget. Et donc voilà, ils essayent de réfléchir comment peut-on utiliser de manière optimale les heures d'aide-soignant. Est-ce que vraiment dans notre organisation, est-ce qu'il faut vraiment qu'on aille tous au même moment dans le bain? Est-ce qu'on ne peut pas s'organiser autrement? Qui prend soin de l'achat des denrées, de la boisson, etc. Et donc les responsabilités sont définies et organisées en groupe de travail en fonction des compétences et des aptitudes. Parce que là aussi, honnêtement, je vais vous dire, il y a certains de ces adultes qui non seulement souffrent d'un handicap physique grave, mais ont quand même aussi un problème cognitif ou d'autisme sévère qui demande quand même un accompagnement spécial. Prochaine diapositive. Voilà, alors en conclusion, l'amélioration de l'espérance de vie dans la Duchenne s'accompagne de nouveaux défis à l'âge adulte. Je crois que ceci a été bien décrit. La transition vers une prise en charge holistique de l'adulte doit être initiée dès le jeune âge. Les défis médicaux sont liés à la progression de la maladie, mais de plus, de nouveaux défis dus à la survie plus longue et aux effets secondaires du traitement à long terme aux corticostéroïdes émergent à l'âge adulte. Prochaine diapositive. Alors, la transition du service pédiatrique au service adulte nécessite une bonne communication entre les unités pédiatriques et adultes. La qualité de vie de la Duchenne adulte est considérée comme bonne à excellente, mais dépend principalement des aspects et des défis sociétaux.
Les adultes Duchesne et Becker, ce sont eux les experts. Ils doivent nous guider, nous enseigner ce qui compte vraiment dans leur vie et être activement impliqués dans l'organisation de leurs soins et de ceux des générations futures. Je crois que là, Merci beaucoup, Nathalie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelques questions à poser. D'accord. Si vous pouvez revenir. Ah oui, celui-là, oui. Ne pensez-vous pas que le fait d'être complètement immobile, coincé dans son fauteuil, favorise la douleur? Ah, mais ça, absolument. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et je sais que, bon, pour ces patients donc dans la quarantaine, déjà, le fait d'être mobilisé, pour eux, le meilleur moment de la journée, c'est le bain, leur bain chaud. Ils sont dans un bain, ils sont massés, ils sont mobilisés. Et là, voilà, ça, c'est sûrement quelque chose de très important. Il y a des aspects, évidemment, aussi médicaux, tels que l'ostéoporose. Il faut quand même faire attention, les fractures vertébrales, etc. Le fait de, par exemple, de ne pas se verticaliser, ça favorise l'ostéoporose, non? Ah bien sûr, oui, absolument. Donc tout ce que la verticalisation est très importante, mobilisation, ça je suis tout à fait d'accord, je souscris tout à fait votre point de vue. Oui, oui. Parce que la nuit se tourner aussi, c'est important. Absolument, absolument. Voilà. Ouais. Autre point, vous parliez donc de non-invasive au niveau de la... Ouais. Julien, si on n'avait pas fait la trachéo, par exemple, il serait mort d'un problème d'alimentation. Parce que le fait de pouvoir être régurgité de la nourriture grâce au respirateur, ça lui a permis de reprendre 10 kilos sur ses 32. Oui, je crois que là, c'est pour ça que c'est en fait la façon dont la prise en charge respiratoire est faite à Leuven. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas où c'est décessé. Je sais qu'on a eu des cas où, par exemple, à cause d'encombrement de sécrétions qui étaient vraiment difficiles à contrôler, la trachéo a été aussi la solution. Et je crois qu'en effet, s'il y a des problèmes de cet ordre-là, je crois que ce sont des décisions individuelles et personnelles, absolument. Je ne dis pas qu'il y a la trachéo, il ne faut pas faire de trachéo, non. C'est seulement l'expérience que j'ai de Leuven. Voilà. Je vais être franc, je vais dire, à violer le médecin, lui dire, monsieur, il ne faut pas s'acharner, m'a-t-il dit, j'ai pris la porte, j'ai été envoyé un autre, j'ai présenté les bilans respiratoires, et j'ai posé la question, quand est-ce que vous voulez l'hospitaliser? Il regarde son agenda et me dit, demain, pas de problème, je vais chercher le lit de retournement et on arrive. Mais alors, il y avait, je pense, un comportement d'un certain nombre d'anciens médecins vis-à-vis de la myopathie de Duchenne. L'annonce chez moi, c'était, il ne dépassera pas 20 ans, 14 à 20 ans. Voilà. On ne tient plus, je ne pense pas, ce genre de propos. Heureusement, non. Voilà. Non, malheureusement, c'est ça, en fait, j'ai eu quand même le privilège de pouvoir vivre cette période où, en effet, on est passé de ce genre de choses horribles à quand même un message d'espoir non seulement d'espoir au niveau médical, mais aussi de qualité de vie, de dire mais oui, il y a quand même une vie qualitative. J'ai constaté sur vos diapos que la plupart des fauteuils sont équipés de joysticks centraux. Il y a beaucoup de vieilles photos, il y a peut-être c'est possible. Et je pense qu'on n'a pas cette politique-là, mais le fait d'avoir ça entraîne une déformation plus rapide. Ah oui, ça, oui, c'est possible. Mais ça, il y a de vieilles photos. Oui, absolument. Oui. Ça, ce sont aussi, je crois que ça dépend aussi de l'âge. Donc, je crois qu'à un certain âge, il vaut mieux toujours être au milieu, ça, c'est sûr. Enfin, à un autre moment, c'est parfois aussi des choix individuels. Ils disent non, je vais avoir plus de place sur ma tablette, je vais avoir là. Donc, oui, mais est-ce que c'est important, la tablette ou la position du corps? Oui, mais je crois que là aussi, c'est vraiment des... Vous avez tout à l'heure donné c'est à l'enfance qu'on prépare l'âge adulte. Vous avez dit, c'est en enfance, c'est dans l'enfance qu'on prépare l'âge adulte. Oui. C'est tout à fait ça. Absolument. Le fait, si on ne veut pas de déformation... Déformation, aussi bien au niveau psychologique qu'au niveau médical, déformation, etc. Je suis tout à fait d'accord. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Julien recherche tout ce que vous disiez, la vie en société. Le kiné ne vient pas à la maison, il va chez le kiné, il rencontre du monde, il est autonome, il a son véhicule. On parlait de problème c'est indispensable pour une personne à mobilité réduite. Donc je suis
tout à fait d'accord avec vous sur ce qui a été dit. Merci. Voilà.